deuxième élément du bilan, qui est le passif. Il faut savoir que dans le passif, on va inscrire tous les engagements ou bien responsabilités envers les tiers et qui doivent être entraînés un règlement futur. Il faut noter aussi que c'est une obligation dont l'entreprise ne peut se soustraire. Il existe, bon, tout est écrit devant vous, il existe un fait ou une transaction à l'origine du passif. On a dit au début que l'actif, ce sont les emplois et le passif, c'est les ressources. Donc, on va, toutes les ressources, que ce soit des capitaux propres, ou bien ce que possède le propriétaire, ou bien des emprunts. Ils seront enregistrés dans la colonne du passif. Le passif aussi, il est classé en 3 classes. Il est divisé en 3 classes. Le financement permanent, le passif circulant et la trésorerie passive. Le passif circulant hors trésorerie et la trésorerie passive. Donc, le financement permanent, il concerne les ressources destinées à rester dans l'entreprise pour une durée supérieure à 1 an. Comme les capitaux propres, par exemple, parce que les capitaux propres sont là, mais ils seront utilisés pendant des années. Les dettes de financement dont le délai d'exigibilité est supérieur à 1 an. D'accord? Les dettes, les emprunts de longue durée, on va les inscrire dans le passif, dans le financement permanent, et les provisions pour risques et charges, comme litige, mise en cause en matière de responsabilité civile ou professionnelle. Vous pouvez m'expliquer cette provision pour risques et charges? À quoi elle correspond? Sont dus au procès, à un procès. Ceux qui sont dus à un procès. Procès. Une sanction, par exemple. En tant que pharmacien. Une sanction. C'est une sanction. Pas vraiment une sanction. Madame, pour réparer des préjudices ou des dommages qu'on a causés. Voilà. Donc, par exemple, en cas de litige avec un salarié ou bien avec un fournisseur, peut-être, ou encore dans le cadre d'une mise en cause en matière de responsabilité civile ou professionnelle, l'entreprise peut être condamnée à payer des sommes parfois importantes. D'accord? Donc, les règles de prudence édictées par le droit comptable imposent de provisionner de la manière la plus juste au passif du bilan. Pardon. Donc, ces sommes d'argent, elles seront enregistrées dans le passif du bilan. C'est comme des dettes. Mais dans la case, ou bien dans le poste de provision pour risques et charges. C'est bon. Donc, on passe au passif circulant hors trésorerie. Ce sont les sommes dues, comme on a vu dans l'actif circulant, la durée d'emploi ou bien la durée ici d'endettement ou bien d'emprunt, elle est inférieure à 1 année. Donc, c'est pour ça qu'il a aussi appelé passif circulant. Donc, ce sont des sommes dues par l'entreprise dans une durée de vie inférieure à 1 an, comme les dettes d'exploitation. Ce sont les dettes liées au financement du cycle d'exploitation de l'entreprise, mais dans la durée d'exigibilité, elle est inférieure à 1 an. Et les dettes hors exploitation. Par exemple, si j'achète des immobilisations ou du matériel, mais dans le délai d'exigibilité, il est inférieur à 1 an. Donc, ces dettes seront inscrites dans le passif circulant hors trésorerie. La trésorerie passive, on a dit que la trésorerie active, c'est les liquidités. La trésorerie passive, contrairement, ce sont les dettes à très court terme et à très court et à court terme envers les banques. Ce que nous doivent les banques, mais comme on a dit, dans des délais à court terme.
ils seront enregistrés ici dans la trésorerie passive. Donc, récapitulant, on a l'actif avec ces trois classes, l'actif immobilisé, actif circulant hors trésorerie et trésorerie actif. Dans l'actif immobilisé, nous avons vu les immobilisations en non-valeur, comme on a dit, c'est contre des papiers. Les immobilisations incorporelles qui n'ont pas de corps. Les immobilisations corporelles, ce sont les immobilisations qui ont un corps, comme les terrains, les constructions, le matériel bureautique. Les immobilisations financières, comme les actions et les obligations. Et les amortissements. L'actif immobilisé, ce sont les emplois dont la durée de vie est supérieure à 1 an. L'actif circulant hors trésorerie, on a les stocks. Donc, on a dit ce sont les marchandises, les matières premières, les produits qu'on achète. Donc, ce qu'on a en stock, notre stock. Les créances sur clients, ce sont les sommes dues. Donc, ce que les clients doivent nous rembourser. Et aussi les titres et valeurs de placement, les actions et les obligations, mais dont la durée de vie est inférieure, la durée est inférieure à 1 an. La trésorerie active, ce sont les liquidités. On trouve les liquidités immédiates. Dans l'autre colonne du passif, on trouve les ressources ou l'origine des fonds. Donc, on a 3 classes. Le financement permanent avec les capitaux propres, les dettes de financement ou emprunt. Le passif circulant hors trésorerie, on trouve les dettes. Dans le financement permanent, on a dit que la durée elle est supérieure à 1 an. Dans le passif circulant hors trésorerie, la durée elle est inférieure à 1 an. Et on a la trésorerie passive où on enregistre les dettes à court et à très court terme. C'est bon? En fait, madame, c'est quoi la différence entre obligation et prêt au personnel? Prêt au personnel, ce n'est qu'un exemple d'une obligation. Parce que obligation, elle est inscrite dans l'immobilisation. Alors, les obligations, elle est inscrite dans l'immobilisation financière et prêt au personnel dans créance de l'actif circulant. Créance de l'actif circulant. Mais on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est moi qui vous a prêté. Par exemple, vous êtes pharmacien assistant, vous m'avez demandé de l'argent. Je vous ai dit, et vous m'avez demandé de me rembourser dans, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans. Je vais vous prêter de l'argent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai immobilisé de l'argent en t'adonnant. C'est ça? Vous n'êtes pas un client. Vous êtes un personnel exerçant avec moi. D'accord? Je vous ai prêté. C'est prêt au personnel. Quand on dit créance, c'est je vous ai vendu quelque chose et vous ne m'avez pas encore remboursé. Ça nous arrive, des fois, on a tous des comptes dans des pharmacies. On peut régler sur le champ, ou bien on peut régler vers la fin du mois. Ça, c'est une créance qu'on doit à la pharmacie. D'accord, madame. Est-ce que c'est clair ou pas? Par contre, obligation, je vous ai prêté de l'argent et vous vous êtes engagé de me les rembourser dans 3 ans. Moi, je vais vous prêter de l'argent. Je ne sais pas, après 3 ans, est-ce que vous serez toujours en vie ou pas? Je ne sais pas, mais juste un exemple où vous allez où vous n'allez pas me rembourser comme ça. Donc, moi, je dois inscrire ça dans mon bilan annuel. Dans quoi? Dans les obligations. D'accord? Créance, c'est quelque chose. Je vous ai vendu de la marchandise
je vous dois de l'argent. Donc, si je prête au personnel de l'argent, je vais l'enregistrer dans l'actif immobilisé, non pas dans l'actif circulant hors trésorerie. Quand je vous ai dit la différence entre actif circulant et actif immobilisé, c'est quoi? C'est la durée. Si vous êtes engagé avec moi de me rembourser dans 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, donc je vais immobiliser de l'argent dans une durée, eh bien je vais immobiliser l'argent pendant une durée supérieure à 1 an, c'est ça. Si elle est supérieure à 1 an, je vais l'inscrire où? Actif immobilisé. Immobilisé, parce que j'ai immobilisé de l'argent pendant 5 ans. C'est quand même beaucoup pour une entreprise, ou bien pendant 10 ans. Donc, j'ai immobilisé de l'argent. Je vais l'inscrire dans le compte de l'actif immobilisé. Mais si vous m'engagez avec moi de me rembourser dans une année, ou bien dans 6 mois, je peux l'inscrire dans l'actif circulant. Parce que dans 6 mois, vous allez me rembourser. D'accord, merci madame. Ah oui, une autre question par rapport à la valeur d'amortissement. Pourquoi on avait soustrait la valeur résiduelle? Comme je vous ai dit, c'est juste un exemple pour vous montrer qu'en quoi un matériel, il est sur le plan comptable, il est amortissable à 100%. C'est-à-dire, vers la fin, sa valeur, elle sera nulle. Mais je vous donnais cet exemple avec une valeur résiduelle, c'est-à-dire que réellement, sa valeur réelle, après 5 ans, elle vaut 5 000 dirhams. Donc, je vous ai donné l'exemple de 30 000 et 5 000 dirhams de valeur résiduelle. D'accord? Donc, après 5 ans, sa valeur de revente, son prix de revente dans un marché de l'occasion, il vaut 5 000. Donc, réellement, il n'est pas amorti dans mon entreprise. Mais sur le plan comptable, il est amorti. Je crois que je vous ai perturbé avec cette valeur résiduelle. Retenez que sur le plan comptable, tout produit ou tout matériel amortissable, donc avec le système d'amortissement linéaire, après sa durée de vie utile, il est amorti, il est totalement amorti. Donc sa valeur comptable est égale à 0. On ne doit pas le voir dans le bilan à la fin de la 6e année. On ne doit plus voir, par exemple, un ordinateur que j'ai acheté dans 5 ans, il est totalement amorti après 5 ans dans le bilan de sa 6e année. La valeur résiduelle, c'est juste pour vous dire que la valeur comptable est égale à 0, mais la valeur réelle, il y a la valeur résiduelle, il y a la valeur du produit après sa durée d'amortissement. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Et pour l'immobilisation en non-valeur, comment elle peut être amortie? Les immobilisations en non-valeur, ils ont aussi une durée de vie. Donc, on va appliquer la formule de valeur de l'immobilisation, le montant engagé dans l'immobilisation en non-valeur sur leur durée de vie utile. D'accord? D'accord, merci madame. Donc on continue. Donc on a terminé avec le bilan. J'espère que c'est clair pour vous tous. Donc on a ici un exemple. Mais comme tout à l'heure, je vais vous laisser le soin de le décortiquer. Moi, je vais juste passer rapidement. Donc, vous avez ici la situation financière d'une pharmacie X, d'un monsieur Y. D'accord? Donc, ce qui est demandé, c'est de reclasser les éléments de cette situation en actif et en passif et déterminer le capital de l'entreprise. C'est quoi le capital propre? C'est le patrimoine ou bien notre résultat. D'accord? Et présenter le bilan de la pharmacie X. Donc, vous avez ici votre bilan. On a classé
les constructions, le matériel de transport, matériel informatique avec les montants dans l'actif immobilisé, les marchandises qui sont les stocks, les clients, créances sur clients dans l'actif circulant avec leurs montants, les liquidités dans les banques, les chèques postaux et les caisses dans la trésorerie active. Dans le passif, nous avons le financement permanent, on a le capital avec des points d'interrogation parce qu'on doit le calculer. D'accord? Les emprunts auprès des établissements de crédit, dette du passif circulant, fournisseur, État, créditeur. Donc tout ça, vous l'avez dans la situation financière de ce monsieur. D'accord? Il fallait juste reclasser. Donc on n'a rien fait jusqu'à présent. On a juste classé chaque élément dans sa classe. D'accord? Donc ce qui est demandé, c'est déterminer le capital et présenter le bilan de la pharmacie. J'aimerais bien, s'il vous plaît, vous faites attention à ces chiffres-là. 2 pour l'actif immobilisé, 3 pour l'actif circulant, 51 pour la trésorerie, 1 pour le financement, 4 pour les dettes et 55 pour la trésorerie passive. On va voir ça dans l'organisation comptable. Retenez ça pour tout à l'heure. On doit apprendre ces chiffres. Non. On les apprend pas. C'est juste pour vous dire à quoi correspondent ces chiffres. D'accord? Donc, on a dit que toujours le total actif, il faut qu'il soit égal au total passif. Donc, le capital ou bien le résultat, on le calcule à la fin de l'année à partir de l'actif et du passif. Et après, dès qu'on rajoute le capital dans le passif, dans la case du financement permanent ici, on aura notre passif égal à l'actif. Donc, pour ce monsieur, son capital, il est de 3,16 millions, peu importe. Donc, c'est le résultat net de l'exercice. Ce résultat, retenez bien qu'il peut être positif ou négatif. Vous pouvez me dire quand est-ce qu'il sera positif, quand est-ce qu'il sera négatif? Il sera négatif quand le passif dépasse l'actif. Quand on a beaucoup de dettes. Comment? Il sera négatif quand le passif dépasse le montant de l'actif. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de dettes. Oui, bravo. Donc, d'après la formule, si le passif augmente et l'actif diminue, on aura un capital négatif. C'est ça. D'accord. Oui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est déficitaire. Bravo. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas de résultat. Le passif, il est plein de dettes et d'emprunts et de crédit. Donc, ça veut dire que notre cycle d'exploitation, il est financé par quoi? Il est financé par les dettes. Par les dettes. Donc, notre entreprise, elle est comment? Elle risque de faire faillite. D'accord? Donc, si notre résultat à la fin de l'exercice est négatif, c'est-à-dire que notre situation économique ou bien financière n'est pas bonne du tout. D'accord? C'est-à-dire qu'on continue à financer ou bien à assurer le financement de notre cycle d'exploitation à l'aide de quoi? De dettes et d'emprunts. À un moment ou un autre, on risque de faire faillite. Et ça met en question la pérennité de notre entreprise. Donc, il faut faire très attention à son actif. L'actif, il faut qu'il soit plein. Et l'actif, il faut qu'il soit supérieur au passif. Parce qu'à la fin, l'actif moins passif, c'est le résultat. Et si on rajoute, vous avez ici le tableau
bien le bilan simplifié, parce qu'il est simplifié. Les bilans d'un comptable, ils ne sont pas vraiment comme ça, ils sont très compliqués, plus compliqués que ça. Mais qu'est-ce que vous avez devant vous? Vous avez, si on met ici l'actif, le résultat obtenu avec les emprunts, les fournisseurs, on aura un actif qui est égal au passif. Un passif qui est égal à l'actif. C'est bon? Vous avez tous compris la notion du bilan? Oui, madame. Oui. Madame, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. En fait, concernant les provisions pour risques et charges, est-ce que ce sont des sommes qu'on anticipe, genre on met de côté au cas où on est devant une situation de litige, ou on les inscrit juste au cas où on a vraiment été dans une situation pareille et on avait à payer quelque chose? Bravo, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que si on est là, on fait tourner notre cycle d'exploitation sans avoir des connaissances de base. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes des pharmaciens, vous allez devoir porter plusieurs casquettes. Un jour, vous allez devoir porter la casquette du pharmacien clinicien. Après, vous allez la déposer, vous portez la casquette du gestionnaire. Après, vous allez la déposer, vous portez la casquette du comptable. Si on n'a pas ce profil polyvalent, on risque de tomber dans la deuxième proposition, c'est-à-dire qu'on est déjà en litige, qu'on est déjà condamné à payer des sommes, et comme je vous ai dit tout à l'heure, parfois importantes, et on doit les inscrire dans les provisions. Mais si on fait notre analyse des risques, durant l'année, on est vigilant et on fait notre analyse des risques. Il y a plusieurs outils d'analyser le risque. Je crois que vous avez déjà vu quelques outils de management de la qualité en 3e année pharmacie, et vous faites votre analyse des risques. Vous pouvez prévoir ce genre de provisions pour risques et charges. Et vous pouvez les enregistrer dans le bilan. D'accord, merci madame. De rien. Donc, on continue. Donc, nous avons vu le bilan. Maintenant, on passe au CPC, le compte de produits et charges. Donc, le CPC, c'est quoi? C'est un état de synthèse, aussi comme le bilan, qui décrit en termes de produits et charges. Maintenant, on ne parle plus d'actifs et de passifs, on parle produits, charges. Mais les deux documents comptables sont exigés par la loi. On doit les déposer vers la fin de l'année. D'accord? On ne substitue pas l'un par l'autre. Donc, comme je vous ai dit, c'est un état de synthèse qui décrit les produits et les charges, en termes de produits et charges, les composantes du résultat de votre pharmacie à la fin de l'exercice comptable. D'accord? Les charges, c'est quoi? C'est l'ensemble des flux réels entrant dans l'entreprise ou bien les emplois définitifs. Achat de marchandises, achat de prestations ou services, donc ce sont des charges. Les produits, c'est les ventes, c'est les flux réels sortant de l'entreprise. Le compte de CPC, il est plus léger, plus light que le bilan. D'accord? Le résultat, il est calculé d'après la formule produit moins charge. On obtiendra le résultat. Gardez en tête que le résultat du CPC, il faut qu'il soit égal au résultat du bilan. Parce qu'on va confronter les deux. S'il y a une différence, c'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part. On n'a pas inscrit ou bien on n'a pas enregistré quelque chose dans sa classe. D'accord? Donc, le produit moins les charges égale au résultat.
Donc, on a déjà dit, le rôle du CPC, c'est quoi? Comme le bilan, et il va nous donner le résultat de l'entreprise par la confrontation des produits et charges de l'exercice, mais après un calcul d'une série de résultats. La structure du CPC est simplifiée, bien sûr, comme celle du bilan. Le bilan, sa structure, c'était en 2 colonnes, actif-passif. Le CPC, quant à lui, il est présenté sous forme de comptes. On a les comptes de charges, les comptes de produits et les comptes de résultats. Parce que, comme je vous ai dit, le résultat, ce n'est pas un résultat direct. On le calcule après le calcul d'une série de résultats. Donc, on a un compte dédié aux résultats et qui sont ces comptes-là, ils sont classés sous 3 niveaux. On a le niveau d'exploitation. Donc, dans chaque compte, nous allons trouver le niveau d'exploitation, le niveau financier et le niveau non courant. Donc, le niveau d'exploitation, c'est quoi? Correspond à quoi? Il correspond à l'ensemble de charges et de produits réalisés dans le cadre de l'activité propre de l'entreprise. D'accord? Activité, charges et produits dans le cadre de l'activité propre de l'entreprise. C'est exploitation. Il dépend du cycle d'exploitation. Le niveau financier, c'est quoi? C'est l'ensemble de charges et produits en rapport avec la trésorerie. Donc, tout ce qui est financier et en relation avec la trésorerie. Le niveau non courant, c'est l'ensemble de charges et de produits provenant d'événements exceptionnels. C'est pour ça qu'on l'appelle niveau non courant. D'accord? Donc, on passe maintenant au compte de charges. Comme on a dit, ils sont classés sous 3 niveaux. Donc, on commence par les charges d'exploitation. On a dans les charges d'exploitation le premier poste ou bien la première sous-classe des achats revendus de marchandises. Vous pouvez m'expliquer c'est quoi achat revendu de marchandises? Même si vous avez devant vous quelques points. Je vous écoute. Madame, je pense que l'achat revendu de marchandises, c'est tous les achats de marchandises net, donc de toutes les net, sans aucune réduction. Moins les variations de stock de marchandises qu'on a. Oui, c'est la formule. Je connais très très bien. Mais bon, c'est ça, c'est vrai. C'est l'achat de marchandises, moins les variations de stock, moins les rabais, remises et ristournes. Mais quand je vous dis achat revendu de marchandises, ça veut dire qu'on a fait l'achat et on va le revendre. On a fait un achat de marchandises. Mais vas-y, dis. Hein? Tu es presque arrivé à... بس أنا قبل ما نقول شي حاجة quelqu'un d'autre? D'accord. Madame, c'est bon, je vais. Madame, l'achat revendu, on prend le stock initial de marchandises. On a un stock initial, plus l'achat de marchandises de l'exercice. On fait et on soustrait le stock final de marchandises. Ça veut dire ce qu'on a initialement, plus ce qu'on va utiliser pendant l'exercice, moins le stock final.
qu'on a à la fin. Là, le stock la variation des stocks, il y a le stock final moins le stock initial, moins les rabais, remises et ristournes. C'est ça d'ailleurs. Mais je voulais que vous me disiez, que vous me donnez une autre réponse. Pourquoi on l'appelle achat revendu de marchandises? C'est parce que à la fin de l'exercice, on a acheté des produits durant l'année. D'accord? Avec bien sûr des remises, les fournisseurs nous ont accordé des remises, des rabais, des ristournes. Et vers la fin de l'année, on doit calculer notre achat revendu. Ce sont les produits qui n'ont pas été vendus durant l'année et qu'on va devoir vendre l'année suivante. Mais en comptabilité, quand on dit vente, c'est-à-dire produit. Ce n'est plus une charge. Mais pour moi, ce stock, je l'ai acheté, ou bien cette marchandise, je l'ai acheté durant l'année, l'exercice comptable. Donc, du 1er janvier vers le 31/12. Je n'ai pas pu le vendre. Donc, pour moi, c'est encore une charge. Parce que quand est-ce qu'on dit produit? Quand on vend. D'accord. La charge. Comment? Lors de la vente. Au moment de la vente. On va dire que maintenant, ça, on va l'inscrire dans le compte des produits, non pas dans le compte des charges. Mais tant que j'ai encore la marchandise et elle était destinée à être vendue durant l'année, donc pour moi, c'est une charge. C'est pour ça qu'on l'appelle achat revendu de marchandises. On va la revendre l'année d'après. Et tout en espérant qu'elle n'arrive pas à sa date de péremption, surtout quand on gère des produits dans la date de péremption. Les médicaments, ils n'ont pas une date de péremption très, très loin. Donc, c'est à l'ordre d'une année ou 2 ans maximum. D'accord? Parce que après, si je ne la vends pas, elle sera pour moi comme une perte. Et je vais devoir mais d'accord, c'est pour ça qu'on l'appelle achat revendu de marchandises. Donc, c'est l'achat de la marchandise, c'est l'achat de l'année, moins ce que j'ai en stock, bien sûr, en valeur, tout ça en montant, parce qu'on est en comptabilité. D'accord? On n'est pas dans la gestion des stocks, le quantitatif. Le qualitatif et le quantitatif. On est dans la comptabilité, donc on raisonne valeur, montant. L'achat revendu de marchandises, c'est l'achat de marchandises, moins les variations de stock, moins les rabais, remises et ristournes. Vous pouvez me dire quelle est la différence entre rabais, remises et ristournes? Madame, le rabais, c'est une remise commerciale accordée au client. Mais la remise, c'est un geste commercial courant. Ça veut dire que nous, on propose au client soit une offre, soit une promotion. Ça, c'est quoi? C'est le rabais ou bien la remise? La remise, c'est le geste commercial. Oui. Le rabais, c'est quand le produit présente un défaut ou bien... Voilà. Ne trichez pas. Ne vérifiez pas dans vos téléphones portables. Non, madame, je parle... Madame... D'accord, c'est bon. Voilà, c'est ça. Et la ristourne, il est calculé sur le montant total. Voilà. Le rabais, c'est quand un produit présente un défaut de qualité. On vous accorde une remise pour acheter ce produit quand même. D'accord? C'est à vous de voir comment le vendre. Remise, comme tu as dit, c'est une réduction accordée, c'est une réduction commerciale habituelle ou bien exceptionnelle accordée par le fournisseur. Ristourne, c'est quand je vous demande je vous dis, voilà, vous allez acheter un produit, par exemple 100 boîtes de Doliprane je dis n'importe quoi, à 10 dirhams la boîte, mais vous allez acheter Doliprane, une boîte de Doliprane à 10 dirhams, mais si vous achetez 100 boîtes, je vais vous accorder 50 boîtes de plus gratuitement. Ça, c'est une ristourne.
Madame, est-ce que c'est légal de faire ça en officine ou bien c'est juste au niveau des industries? C'est pas légal de le faire pour les médicaments parce que les médicaments, ils sont bien codifiés, ils sont bien réglementés et mais pour les produits parents, pour les dispositifs médicaux, oui. Madame, et pour la concurrence déloyale, est-ce que ça rentre pas dans la concurrence déloyale? Parce que un fournisseur, il va pas vous accorder ces remises pour vous seul. Ah, d'accord. Bien sûr. Donc c'est pas par rapport. Bien sûr, dans le cadre légal. D'accord. C'est des remises accordées et qui sont justifiées. D'accord, madame. Merci. Des fois, attention aux remises, parce que si vous vous rappelez du cours de la gestion des stocks que je vous ai enseigné en 3e année, on parlait de coût de possession. Vous vous rappelez? Oui, coût de possession des stocks. Un fournisseur, des fois, il vous accorde des ristournes et ça vous paraît intéressant. Mais en réalité, il est en train de transférer ses coûts de possession. Oui, madame. Vous avez compris. Donc, toujours négocier bien sûr, ce qu'on vous offre. D'accord. Merci, madame. Donc, pour achat revendu de marchandises, j'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est bon. Donc, on passe maintenant à toujours, on est dans les charges, toujours donc, on est dans le compte des charges. On passe. Pourquoi cette diapo elle apparaît comme ça? Je ne sais pas. Donc, on est toujours dans les charges d'exploitation. On a dit qu'on a les achats revendus de marchandises, mais on a aussi des charges externes relatives aux locations et charges locatives, que ce soit de location du local, bien sûr, où on exerce, location de voitures, études, donc tous les frais qu'on va tous les frais qu'on va engager dans le cycle d'exploitation, on va les inscrire dans les charges externes. Même si vous êtes par exemple, vous êtes pharmacien propriétaire, vous voulez envoyer quelqu'un en formation ou bien en mission, vous allez devoir le prendre en charge, d'accord? Vous allez inscrire ces charges dans le compte de charge. D'accord? En comptabilité, on enregistre tout ce qui concerne votre vie commerciale ou bien votre vie en tant que propriétaire d'entreprise. Donc, dans les charges aussi d'exploitation, dans le compte de charge, on a les charges de personnel, rémunération du personnel, cotisation dans la CNSS ou bien les assurances concernant les accidents de travail et, comme on a dit, les dotations aux amortissements. C'est une charge d'exploitation aussi. Comme on a dit, l'amortissement cumulé, il est inscrit dans le bilan de l'actif, dans l'actif du bilan, et les dotations aux amortissements, elles sont inscrites dans le compte de charge. Les charges financières, c'est comme quoi? C'est les intérêts des emprunts et dettes. Vous empruntez de l'argent, vous allez devoir payer des intérêts. Ces intérêts, on va les enregistrer dans le compte de charge. On ne va pas les payer comme ça. D'accord? Les pertes de change et les charges nettes sur cession de titres et valeurs de placement. Vous avez compris ce dernier point? Charges nettes sur cession de titres et valeurs de placement. Oui, madame. Vous pouvez m'expliquer?
Madame, ça en relation avec l'activité bancaire. Une activité bancaire. Non, je ne parle pas de charges financières. Je parle de charges nettes sur cession de titres et valeurs de placement. Madame, c'est quand on vend des actions ou bien des titres? Oui. Quand on vend des actions ou bien des titres, c'est la cession des titres et placements. Donc, c'est les charges engendrées par cette vente. D'accord? Oui. Par exemple, on peut inclure l'immatriculation, par exemple, dans le registre de commerce. Non? L'immatriculation? Dans le registre. Les titres et valeurs de placement, comme on a dit. Quels sont les titres et valeurs de placement? Ce sont les actions et les... Bon, surtout les actions. Quand vous êtes actionnaire. Les actions qu'on peut vendre. Oui. Le registre de commerce et le... Là, c'est autre chose. D'accord. Donc, on a, comme on a dit, charge, les niveaux. On a le niveau d'exploitation, le niveau financier et niveau non courant. Concernant les charges, dans le niveau non courant, on trouve les valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées. C'est quoi? Les valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées. Je vous donne un exemple. Une entreprise vend une immobilisation. Donc, la valeur d'achat, le prix d'achat, la valeur d'acquisition de cette immobilisation, elle était au départ de 30 000 dirhams. Sa durée de vie, elle est de 5 ans. D'accord? Donc, le montant d'amortissement annuel, il est comment? Il correspond à quoi? 30 000 sur 5, c'est-à-dire 6 000. Donc, l'amortissement annuel, il est de 6 000 dirhams. Si l'entreprise vend cette immobilisation au bout de 3 ans, et non pas après 5 ans, après l'amortissement, sa date d'amortissement total, après qu'il soit amorti totalement. Si je vends cette immobilisation au bout de 3 ans, au prix par exemple de 9 000 dirhams, donc la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées sera comment? Négatif. Là, je ne vous demande pas de me dire négatif ou positif. Si vous avez un bout de papier. Oui, madame. On avait 30 000. 30 000. 30 000. Normalement, l'immobilisation, elle a une valeur et une durée de vie de 5 ans. 5 ans. Donc 6 000 dirhams. 6 000 dirhams, c'est quoi? C'est l'amortissement annuel. Oui. Moi, j'ai vendu cette immobilisation au bout de 3 ans. Oui, donc 18 000. J'ai vendu à 9 000 dirhams. Le prix de vente, il est de 9 000 dirhams. Donc, la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées, elle est de quoi? Donc, elle est de 30 000 moins l'amortissement cumulé. L'amortissement cumulé, il sera de combien? 18 000 pour les 3 ans. Juste pour les 3 ans. 18 000. 3 ans, 3 fois 6 000. L'amortissement annuel, fois l'amortissement annuel. Donc, on a dit la valeur nette d'amortissement, elle est de 30 000 moins l'amortissement cumulé, qui est de 18 000. Donc, 30 000 moins 18 000, ça me donne combien? 12 000. 12 000. Donc, combien j'ai perdu? Et je devais devoir l'inscrire dans les... 3 000. Bravo, 3 000. Parce que j'ai la valeur nette d'amortissement, elle est de 12 000. Moi, j'ai vendu à 9 000. Donc, j'ai perdu 3 000 quand même. Parce qu'il fallait attendre les 5 ans pour que je sois gagnant.
C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure la valeur résiduelle. Si j'attends que mon matériel soit totalement amorti, je serai gagnant. Mais par contre, si je vends avant l'amortissement, avant que la durée de vie utile d'une immobilisation soit atteinte, je serai perdant. D'accord? C'est ça la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées. Et elle est inscrite dans les comptes de charge. Aussi, les pénalités sur les marchés. Par exemple, je suis un grossiste ou bien je suis un fournisseur d'une certaine catégorie de produits. J'ai soumissionné dans un marché. Vous êtes tous passés par la pharmacie hospitalière, par la pharmacie d'un hôpital, et vous savez que c'est quoi un marché. Donc, j'ai soumissionné dans un marché, mais j'ai pas honoré ce marché. C'est-à-dire, j'ai pas livré les produits à temps, ou bien je n'ai même pas livré les produits. Je serai amené à payer des pénalités sur ce marché. D'accord? Donc, ces pénalités, je vais les enregistrer dans le compte de charges non courantes. Les dents aussi. Parce que des dents, moi je vous ai offert quelque chose, un dent. Mais pour moi, ce produit, je l'ai acheté à un moment donné. Je dois enregistrer pour moi, il sera comptabilisé comme une charge. Un dent, je vais le comptabiliser comme une charge. D'accord? On passe au compte de produit. Donc, si on a bien compris les charges, les produits, c'est l'inverse. Donc, comme on a dit, tous les comptes du CPC, que ce soit le compte de produit, le compte de charge, le compte de résultat, ils sont classés sous 3 niveaux. Le niveau d'exploitation, le niveau financier et le niveau non courant. Aussi, dans le compte de produit, on aura les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits non courants. Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. S'il vous plaît, pour les comptes de charge, on a cité dans la diapo 69 impôts sur les résultats. Est-ce qu'on peut parler des impôts, s'il vous plaît, madame? 69. Les impôts. 69. Voilà, les impôts sur les résultats. Les impôts sur les résultats, les impôts, à la fin de l'exercice, comme on a dit, si on a un résultat positif, on va devoir payer l'impôt. Parce que si on a un résultat négatif ou bien un résultat égal à 0, est-ce qu'on va payer l'impôt ou pas? Non, madame. On n'a rien gagné pour payer de l'impôt. Voilà, bravo. On sera exonéré, mais attention. On va pas dire que, tu sais, je vais me mettre d'accord avec le comptable et moi, j'ai des connaissances en comptabilité. On va, vers la fin de l'année, notre résultat, on va essayer qu'il soit égal à 0. Si vous faites ça la première année, ça passe. La deuxième année, ça passe. La troisième année, vous aurez la Cour des comptes et les contrôleurs de gestion et les contrôleurs d'État. Vous allez devoir justifier comment vous êtes toujours vous financez vos cycles d'exploitation avec tous les dettes et les emprunts. Si vous avez des résultats négatifs ou bien des résultats égaux à 0, vous êtes toujours en vie. Comment? Votre entreprise n'a pas encore fait faillite. D'accord? Donc, si on a un résultat négatif ou bien un résultat positif, on ne paye pas d'impôt. Un résultat, égal à 0. Mais, dans le cas où on a un résultat positif, on paye l'impôt. On va la mettre dans les impôts qu'on a payés durant l'année, que ce soit les impôts, parce que dans le plan comptable, on n'a pas comme ça impôt sur résultat. On a un ensemble de sous-classes qui concernent les impôts, les TVA, les impôts, les différents types d'impôts qui existent, d'accord? Et on va les enregistrer dans le compte de charge.
D'accord, merci madame. C'est clair, d'accord. Donc, on passe au compte de produit. On a dit que elle est aussi classée en 3 niveaux. Donc, les produits d'exploitation, comme on a dit, charges d'exploitation, c'est la vente et les charges personnelles et les charges de personnel. Donc, dans les produits d'exploitation, on a les ventes. Et bien sûr, les variations des stocks de produits. Quand on dit variation des stocks de produits, c'est la vente, ce qu'on a vendu. Les produits financiers, donc la même chose. Tout à l'heure, les charges, c'est dans les charges, on a trouvé les intérêts dus au tiers. Et maintenant, ici, on a les produits des titres de participation, les gains de change. Tout à l'heure, c'était les pertes de change. Et les intérêts autres produits financiers. Si par exemple, vous voulez vous emprunter de l'argent, je vous donne de l'argent contre des intérêts. D'accord? Pour moi, c'est des produits, c'est de l'argent de plus. Toutes les entrées d'argent seront inscrites dans les produits, compte des produits. Toute sortie d'argent, elle sera inscrite dans le compte des charges. D'accord? Les produits non courants, tout à l'heure, c'était les charges, les valeurs nettes des cessions d'immobilisation. Et tout à l'heure, on a perdu 3000 dirhams. Vous vous rappelez? Et si je gagne 3000 dirhams, je dois l'inscrire dans les produits des cessions d'immobilisation. C'est bon? Donc, nous avons vu dans le CPC le compte de charge et le compte de produit. Nous allons voir maintenant le compte des résultats. Dans le compte de résultats, le résultat, il est calculé comment? Donc, un résultat, c'est le calcul, c'est un calcul des produits moins charges. Égal résultat. Mais en comptabilité, le résultat net, c'est le calcul d'un ensemble de résultats. Parce que quel produit et quelle charge pour avoir vos résultats? Votre résultat. C'est pour ça on doit calculer un ensemble de résultats. Donc, puisqu'on a classé les charges et les produits en 3 niveaux, exploitation, financier et courant et non courant. Donc, on va calculer le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat courant et le résultat non courant. Le résultat d'exploitation, on va confronter les produits et les charges d'exploitation. C'est les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. Le résultat financier, on va confronter les produits financiers moins les charges, la somme bien sûr des produits financiers moins la somme des charges financières. Et ça va nous donner le résultat d'exploitation plus le résultat financier va nous donner le résultat courant. Et le résultat non courant, c'est la somme des produits non courants moins la somme des charges non courantes. Et la somme, donc après, les résultats les plus importants, c'est le résultat courant et non courant. Le courant, on le calcule d'après les résultats d'exploitation, le résultat d'exploitation et le résultat financier, d'après les charges et les produits d'exploitation et d'après les produits et les charges financières. On obtient le résultat courant. Le résultat non courant, c'est les produits non courants moins charges non courantes. Ça nous donne le résultat avant impôt. C'est le résultat courant plus qu'on a calculé et le résultat non courant aussi qu'on a calculé. Et le résultat net, c'est quoi? C'est le résultat avant impôt moins l'impôt. C'est notre résultat net.
S'il est positif, comme je vous ai dit, s'il est positif, on ne paye pas l'impôt. C'est bon. Est-ce que c'est clair aussi pour le compte de produits et charges? Oui. Oui. Donc, on passe à quelques petits mots sur l'organisation comptable. On ne va pas s'attarder là-dessus parce que c'est juste à titre d'information. Donc, en comptabilité, comment il faut qu'on soit organisé? Parce que pour inscrire et enregistrer tous ces montants durant toute une année, c'est pas évident. Vous êtes d'accord? Parce que c'est l'exercice d'une année. L'exercice comptable, c'est une année. Donc, on aura besoin de quoi? D'un ensemble de documents. On aura besoin de pièces justificatives, le livre journal, le grand livre, la balance, le livre d'inventaire. Nous allons voir à quoi ça sert chaque document. Donc, les pièces justificatives sont quoi? Ce sont les factures, les chèques, etc. C'est clair. Toute pièce qui justifie une vente ou bien un achat. Donc, les journaux, c'est quoi? C'est là où sont enregistrées toutes les opérations. Le grand livre des comptes, où on va classer toutes les opérations. C'est le classement des opérations, il se fait dans le grand livre des comptes. Le résumé de ces opérations, il se fait dans la balance. Je vous ai dit qu'il y a livre, journal, grand livre, balance et livre d'inventaire. Donc, tous ces documents, on doit les avoir. Et la synthèse de toutes ces opérations réalisées par l'entreprise, vous vous rappelez tout au début, c'est pour ça qu'on a parlé d'opérations de l'entreprise vers les partenaires externes, vers les partenaires internes, vous vous rappelez. Donc, toutes les opérations, elles doivent être enregistrées dans les journaux, classées dans le grand livre, et le résumé des opérations se fait dans la balance générale des comptes, et la synthèse de l'ensemble des opérations se fait dans le bilan et le CPC. C'est pour ça que j'ai insisté dans ce cours sur le bilan et le CPC. Ce sont les deux documents comptables les plus importants. Vous avez ici une image du plan comptable général marocain. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le plan comptable, on ne trouve pas uniquement les classes que je vous ai mis, mais il y a d'autres sous-classes. Vous voyez, donc ici, dans le compte d'actifs circulants, on a les stocks. Quand on dit stock marchandises, donc il y a plusieurs types de marchandises. Quand on dit matières premières, c'est matières premières, matières et fournitures consommables, emballage, etc. Donc, il y a un plan comptable, un petit livre qui se vend dans les librairies, les papeteries, qui va permettre au comptable ou bien vous permettre de savoir là où je dois enregistrer toutes mes opérations. Donc, ce plan comptable, il contient plusieurs classes. On a 8 classes, c'est ça? Donc, 8 classes, 5 classes qui sont appelés les comptes de situation. Pourquoi compte de situation? Quand je vous ai dit au début, dans un tableau, le bilan, il vous donne l'objectif du bilan pour l'utilisateur et d'informer sur la situation financière. Donc, c'est les comptes de situation. On a de la classe 1 à la classe 5. Ce qu'on a vu tout à l'heure, financement permanent, vous rappelez, quand je vous ai dit de retenir et de vous rappeler des chiffres dans le bilan. Voilà, financement permanent, c'est la classe 1. L'actif immobilisé, c'est la classe 2. L'actif circulant, c'est la classe 3. Le passif circulant, c'est la classe 4. La trésorerie, c'est la classe 5. Et on a la classe 6, 7, 8 qui correspondent aux différents comptes, les comptes de charges, de produits et de résultats. Tout ça, vous l'avez dans le plan comptable. Et ces comptes-là, ce sont des comptes de gestion. Donc, dans le plan comptable, on a un code
qui va, chaque code, il correspond à une opération. Donc, vous avez un code, c'est la somme c'est plutôt pas la somme, mais il correspond à des chiffres. Par exemple, vous avez la classe. Si je vous dis le code 222, si je prends mon plan comptable, je vais trouver que 2, elle correspond à la classe 2, qui est la classe de l'actif circulant. D'accord? Si vous me suivez. Donc, à la classe de l'actif circulant, le deuxième chiffre 2, c'est la classe des immobilisations. C'est plutôt, elle est appelée rubrique immobilisation incorporelle. Et le troisième chiffre, aussi 2, j'ai simplifié, j'ai donné un simple exemple de 2. Donc, 2, elle correspond au poste brevet, marque, droit et valeur similaire. Donc, le code de brevet, marque, droit et valeur similaire, elle sera de 222. Si vous allez dans le plan comptable, vous allez le trouver dans le 222. D'accord? Ça, c'est juste à titre d'information. Parce que c'est pas le plus important dans ce cours. Le plus important, c'est aussi les éléments de l'analyse de la situation financière de la pharmacie. Parce que vous allez me dire, il y aura un comptable qui va élaborer pour moi le bilan et le CPC. Je vous dirai non. Parce que c'est ça l'intérêt de ce cours qu'on vous donne. Parce que si vous n'avez pas des notions sur la comptabilité et vous êtes amené à exercer, surtout dans l'officine, où vous serez propriétaire, vous n'allez pas pouvoir détecter les failles avant la fin de l'année, avant que vous soyez déjà perdant. D'accord? Vous êtes tous là. Oui, madame. Donc, on a les éléments de l'analyse de la situation financière de la pharmacie. Et il y en a plusieurs, mais les plus importants pour vous et à votre niveau, c'est le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de roulement et l'analyse de la trésorerie. Le fonds de roulement, c'est quoi? Et pourquoi on a vu tout ça dans le bilan, dans le CPC? Parce que le CPC est le bilan qui vont nous permettre de calculer, mis à part le résultat net vers la fin de l'année, aussi ils vont nous permettre de calculer notre fonds de roulement, notre besoin en fonds de roulement, les différents ratios, avoir une idée sur la rentabilité de notre entreprise. Tout ça, on va le tirer du bilan et du CPC. Si on comprend, on a très bien compris, assimiler les éléments du bilan et du CPC, après, nous allons pouvoir facilement calculer tous ces ratios et tous ces éléments de l'analyse financière et qui sont très importants pour vous, pour que vous soyez vers l'évolution de votre activité et de votre projet. D'accord? Donc, d'après le bilan, qu'est-ce qu'on a vu? Le poste de l'actif, il nous renseigne sur quoi? Sur l'actif immobilisé, l'actif circulant. On ne va pas parler de la trésorerie, ni de l'actif, ni du passif maintenant. On va la laisser pour... dans quelques secondes, nous allons voir la trésorerie. Donc, le poste de l'actif, il nous renseigne sur l'actif immobilisé, qui sont les emplois permanents, d'accord, et l'actif circulant. S'il vous plaît, j'aimerais bien que vous compreniez très bien cette partie. Elle est très importante. Le poste de l'actif, on a dit, les emplois, il nous donne une idée sur les emplois permanents, à travers l'actif immobilisé, les emplois temporaires à travers l'actif circulant. Le passif, il nous donne une idée sur les ressources permanentes, d'accord, les capitaux propres et une partie des capitaux extérieurs, et aussi les ressources temporaires, le passif circulant, d'accord. Le fonds de roulement net
global, ou bien le fonds de roulement de notre entreprise, c'est quoi? Ce sont les ressources permanentes moins les emplois permanents. Et ce fonds de roulement, il correspond à quoi? C'est notre marge de sécurité. Est-ce que si on n'a pas de fonds de roulement, est-ce qu'on va pouvoir financer notre cycle d'exploitation ou bien nos besoins? Non, madame. Non. Si on n'a pas un fonds de roulement, on ne va pas pouvoir financer nos besoins. Donc, c'est pour ça il correspond à la marge de sécurité de la pharmacie, bien de l'entreprise. Ce sont les ressources permanentes, moins les emplois permanents. Le besoin en fonds de roulement, il ne faut pas confondre fonds de roulement, besoin en fonds de roulement. Ce sont deux notions différentes. Les besoins en fonds de roulement, ce sont les besoins liés à l'activité de l'officine et aux conditions d'exploitation. J'aurai besoin d'une somme d'argent pour le financement de mon cycle d'exploitation. Le besoin, il est différent du fonds de roulement. Parce que le besoin, il peut être supérieur, inférieur ou égal au fonds de roulement. Et vice-versa. Le fonds de roulement peut être supérieur, inférieur ou égal. S'il est supérieur, il va couvrir tous les besoins. S'il est inférieur, il ne va pas suffire. S'il est égal, on est à zéro. D'accord? Donc, vous voyez le cycle d'exploitation, on en a déjà parlé. Donc, il tourne autour de 4 phases. La phase d'achat, on va acheter des produits. De stockage, comme je vous ai dit, délai de possession du stock. Entre la phase de stockage et la phase de vente, il faut faire très attention avec les délais et les coûts de possession des stocks pour ne pas être vraiment... pour ne pas augmenter vos coûts de gestion des stocks. Ça on l'a vu déjà en 3e année. D'accord? La phase de vente et la phase de la trésorerie, c'est le délai entre la phase de vente et la phase de la trésorerie, c'est les délais d'encaissement des tiers payants. Entre la phase de la trésorerie et la phase d'achat, il y a le délai de paiement des fournisseurs. Ça, c'est le cycle d'exploitation. D'accord? Donc, on a parlé du fonds de roulement et besoin en fonds de roulement. Comme on a dit, besoin, il est en relation avec l'activité de l'entreprise et son cycle d'exploitation. C'est ça. Le besoin en fonds de roulement, c'est le besoin de financement. Il est égal au besoin de financement d'exploitation moins les ressources de financement d'exploitation. D'après le bilan, les besoins de financement d'exploitation, d'après le bilan, ce sont les stocks, les crédits clients et les autres créances. Et à quoi correspondent ces 3 sous-classes? Stock, crédit, créance. Madame, l'actif circulant. Voilà, ils correspondent à l'actif circulant. Donc, l'actif circulant moins les ressources de financement d'exploitation qui sont quoi? Le passif circulant. Donc, on a les besoins, l'actif circulant moins le passif circulant, ça donne le besoin. Et au début, le fonds de roulement, c'est les ressources permanentes, le financement permanent, moins l'actif immobilisé, qui sont les emplois permanents. Tout ça, on l'a calculé d'après le bilan. C'est pour ça qu'il est important de connaître les éléments du bilan et comment on classe chaque opération dans le bilan, bien dans le CPC. Donc, vous voyez, le fonds de roulement, c'est le financement permanent du passif moins l'actif immobilisé. Donc, ressources permanentes moins emploi permanent. Besoin en fonds de roulement, c'est
l'actif circulant moins le passif circulant, ou bien besoin moins ressources. Donc, d'après ce que je vous ai expliqué, vous pouvez me commenter cette diapo. Yallah. Il nous reste même pas 5 minutes. Si vous commentez cette diapo correctement, ça veut dire que vous avez tout compris. Allez les amis. Madame, donc le fonds de roulement net global, c'est les ressources stables moins les emplois stables. Ça veut dire qu'on a des actifs circulants qui sont constitués des stocks clients, autres créances, et les actifs immobilisés, immobilisation incorporelle, corporelle et financière. Et donc, on va faire, donc pour avoir un fonds de roulement net et global, on va faire actifs circulants moins les dettes d'exploitation. On va faire l'actif circulant moins les dettes d'exploitation. Pour le fonds de roulement, qu'est-ce qu'on a dit? Le fonds de roulement, c'est quoi? Ce sont les ressources permanentes moins les emplois permanents. Oui. Et les emplois permanents, ils ont une durée supérieure à combien? Une durée supérieure à une année. Un an, oui. Un an. Oui. Donc, c'est l'actif immobilisé et non pas l'actif circulant. Oui. Parce que le fonds de roulement, fonds de roulement, c'est ressources permanentes moins emploi permanent. Ah oui, 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 oui. Voilà. Oui, oui. Vous êtes d'accord? Oui, tout le madame. monde? Oui. Donc, voilà. Vous avez ici, vous pouvez voir mon curseur? Oui. D'accord. Ici, on a le fonds de roulement. Ça, c'est notre bilan. Tout ça, c'est le bilan. On a les capitaux permanents. Ce sont le passif. Passif permanent. Voilà, les ressources permanentes. Ici, on a l'actif immobilisé. C'est les emplois permanents. Ici, ressources permanentes. Ici, emploi permanent. Ressources permanentes moins emploi permanent, ça nous donne fonds de roulement qui est en jaune. Fonds de roulement net global. Pas n'importe quel fonds de roulement net global. Madame, il n'y a pas de différence entre fonds de roulement net global et fonds de roulement. C'est la même chose. C'est la même chose. D'accord. C'est notre fonds de roulement. Les besoins en fonds de roulement, ceux qui sont en violet, en mauve, ici, c'est quoi? On a dit, ce sont les besoins. C'est-à-dire, les besoins, c'est l'actif circulant. Moins le passif circulant. Le passif circulant. C'est ça. C'est cette formule-là. Besoin de financement, moins ressources de financement d'exploitation. Besoin, c'est l'actif parce que c'est là où on trouve les stocks, les créances et crédit client. Et ressources, c'est là où on trouve les éléments du passif circulant. Donc, vous avez ici le besoin en fonds de roulement égal à l'actif circulant moins le passif circulant. Ça nous donne le besoin en fonds de roulement. Vous avez la trésorerie qui est en vert. On a la trésorerie de l'actif. Ça, on le sait. On a la trésorerie du passif. Oui. On est d'accord. Oui. D'après ce schéma-là, est-ce que la pharmacie et l'état économique ou bien la situation économique et financière de cette pharmacie, elle est bonne ou pas bonne? À votre avis? Elle n'est pas bonne, madame. Oui. Pourquoi? Parce que le fonds de roulement net global ne couvre pas les besoins de fonds de roulement. Bravo, parce qu'on a un fonds de roulement, même s'il est positif. On a un fonds de roulement. On ne dit pas qu'on n'a pas, on est à zéro ou bien on est négatif. On a un fonds de roulement. Mais il ne couvre pas les besoins. C'est-à-dire,
connaît que la trésorerie, ici, elle est négative. Notre trésorerie est négative. Parce que le fonds de roulement ne couvre pas les besoins. On est une pharmacie ou bien une entreprise dont la situation financière est déséquilibrée. Il faut faire attention. Donc, la trésorerie ici, vous avez ici dans cette diapo, la trésorerie qui est égale au fonds de roulement moins les besoins. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous êtes d'accord? Trésorerie, fonds de roulement moins besoin. Si le fonds de roulement, et c'est la trésorerie qui nous donne une idée sur l'état de santé économique de notre entreprise, que ce soit pharmacie, officine, industrie, hôpital, quel que soit. Donc, c'est ce qui donne une idée sur l'état de santé économique. Si la trésorerie, elle est positive, c'est-à-dire que le fonds de roulement, il couvre les besoins, il est supérieur aux besoins. On a assez d'argent pour couvrir nos besoins. La trésorerie, à ce moment-là, elle est positive. La trésorerie égale à 0, c'est le moment où le fonds de roulement égale le besoin. D'accord? Fonds de roulement négatif, fonds de roulement inférieur aux besoins de fonds de roulement, trésorerie, comment il est? Négative. C'est le cas de cet exemple. La trésorerie, elle est négative. Encore pire, dans cette diapo, on a parlé de la trésorerie négative. Une structure saine, pour dire que l'état de santé économique de la pharmacie est bien, que la structure elle est saine, il faut que le fonds de roulement soit supérieur et couvre le besoin. Ici, fonds de roulement supérieur couvre le besoin et trésorerie automatiquement positive. Donc, ça va permettre d'assurer une trésorerie positive. Si on a un fonds de roulement positif, comme l'exemple du schéma, avec un besoin supérieur au fonds de roulement, à ce moment, la trésorerie, comment elle sera? Négative. Et on dit que le fonds de roulement qu'on possède, n'arrive pas à couvrir ou bien à financer nos besoins. Donc, nous sommes une structure déséquilibrée. Et la trésorerie, elle est négative. Comme j'ai dit, encore pire. Si le fonds de roulement est négatif, on n'a pas de quoi financer nos besoins. Besoin, toujours là, parce qu'on exerce. Toujours le besoin, il y aura toujours un besoin. Fonds de roulement négatif, besoin en fonds de roulement positif, la trésorerie, elle est négative. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire là? Comment on continue à survivre? On ne peut pas couvrir nos besoins. On est en faillite, madame. Faillite. Comment? En faillite. On est déjà en faillite et ça veut dire qu'on couvre nos besoins parce que les besoins, comme j'ai dit, ils sont là. C'est-à-dire qu'on couvre nos besoins via des emprunts. Des crédits. Des crédits. On est noyé de crédits. Et là, la structure, elle est à risque et la pérennité de l'exploitation, comme j'ai mis un point d'interrogation ici, elle est en question. Et la structure ou bien l'entreprise risque de faire faillite. Donc, il faut toujours être là. Fonds de roulement positif, besoin, c'est sûr positif parce qu'on exerce. Fonds de roulement positif et trésorerie positive. Même pas ici. Même pas ici. Parce que ici, fonds de roulement n'est pas suffisant pour couvrir les besoins. Et la trésorerie, elle est négative. C'est-à-dire, on aura besoin de crédit.
on va pas financer tout notre cycle d'exploitation à partir des crédits. On a quand même un petit montant, mais quand même c'est pas bien. C'est pas bien pour notre état de santé économique. Et là, on est bien. On est sain et sauf. C'est bon? C'est clair pour tout le monde ces notions de fonds de roulement, besoin et trésorerie? Oui. Oui. Oui, j'aimerais bien entendre plusieurs oui. D'accord. Donc, le fonds de roulement, l'évolution du fonds de roulement, elle dépend de plusieurs facteurs. On a dit que le fonds de roulement, c'est les ressources permanentes moins les emplois permanents. Donc, pour qu'un fonds de roulement pour qu'on puisse améliorer notre fonds de roulement ou bien augmenter notre fonds de roulement, il faut augmenter les ressources et diminuer les emplois. Donc, augmenter les ressources, comment? Apporter des capitaux propres, apport en compte courant, de nouveaux emprunts, mais normalement, il faut pas le faire, des subventions, l'épargne. Donc, on doit augmenter les ressources et diminuer les emplois. Ici, vous avez cession des biens immobilisés. Si vous avez des biens immobilisés, vaut mieux les vendre pour augmenter vos ressources. Ça, donc bien sûr, ce sont les facteurs d'amélioration. Et le contraire, ce sont les facteurs de détérioration. Donc, la diminution des ressources par la réduction des capitaux, le remboursement de comptes courants, remboursement d'emprunts, un résultat négatif, parce qu'on a dit que le résultat, on le voit dans le passif, dans les emplois permanents, dans le financement permanent. Donc, s'il est négatif, ça veut dire qu'on n'aura pas de fonds de roulement. Vous êtes d'accord? Oui, madame. Oui. L'augmentation des emplois, aussi, c'est un facteur de détérioration. Si on veut investir dans des biens, acheter des immobilisations, et on n'a même pas de quoi financer notre fonds de roulement. Est-ce que c'est sage ou pas? Ce n'est pas sage. On va investir si on a une trésorerie positive, un fonds de roulement supérieur aux besoins, et on a de quoi investir. Ce sont les facteurs de détérioration du fonds de roulement. C'est bon, vous avez compris, parce qu'on a terminé, on va conclure. Vous avez compris les notions du bilan, du CPC, du fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, état économique, l'état de santé économique d'une entreprise. C'est bon? Oui. On va conclure. Donc, mes amis pharmaciens, futurs pharmaciens, Inch'Allah, vous serez des chefs d'entreprise, vous serez pharmaciens, mais aussi des chefs d'entreprise. Soyez vigilants et soyez capables d'analyser vos principaux ratios de votre entreprise pharmaceutique. Gardez l'œil sur la gestion économique et financière par la maîtrise des notions de base de la comptabilité générale. Pourquoi? Pour ne jamais perdre le contrôle. Merci, madame. Merci, madame. Rien, avec plaisir. Merci, madame. Rien. Merci, madame. Je vous souhaite un bon courage pour vos examens de du premier semestre. Vous allez passer l'examen, je crois, le 13 juillet. Et bien sûr, bon courage pour la suite. Et restez confinés chez vous, parce que le virus, il est toujours là.
Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, contactez Mademoiselle Imen, votre représentante. Comme ça, elle va synthétiser toutes vos questions et elle va pouvoir nous les envoyer pour bien sûr toute fin utile et pour qu'on puisse vous répondre à vos questions.